Bonjour, Jean de la TCBH, ici Wilson Henley pour votre téléjournal local. Pendant 3 ans, la fameuse Cantine d'Amour, une institution à Trois-Pistoles, arrêt obligatoire pour les touristes, pendant 3 ans, elle était à vendre, mais sans succès. Depuis le 1er mars 2026, Joël et Vincent d'Amour ont repris le commerce de leur père Denis, qui en était propriétaire depuis 2009. Les deux frères sont la 4e génération de d'Amour à mener la cantine. Et d'ailleurs, petit fait intéressant, à l'origine, la fondatrice Jeanne d'Amour devait respecter les vendredis maigres, sans viande, issus de la religion. Elle a remplacé la saucisse du hot dog par des frites. Résultat, le fameux pain patate est devenu une signature locale. Le Conseil des arts et des lettres du Québec et ses partenaires du Bas-Saint-Laurent investissent 545 096 $ pour propulser la création artistique régionale. On parle de 28 projets, 20 artistes et 8 organismes. Du côté des artistes, c'est 348 000 $ et du côté des organismes, 196 000 $. Exemple de projets financés, on a David Marin de Notre-Dame-des-Neiges qui a reçu 18 000 $ pour Radio Compost, un projet de création d'œuvres sonores hybrides. Bien hâte de voir ça. Amélie Bureau, la mode de l'Île Verte, a reçu 13 000 $ pour le projet Nos Familles au Bas-Saint-Laurent. Théâtre Témoin de Trois-Pistoles, 30 000 $ pour le projet Show de cuisine. Et Chloé Giroux-Bertrand de Rivière-du-Loup, 12 800 $ pour une installation artistique au parc Kiskotuk. Voilà, merci. Trois-Pistoles accueillera le 23 mai prochain un premier gala de boxe d'envergure à l'Arena Bertrand-Lepage, mettant en vedette des talents locaux, dont Jean-Thomas Côté et Timothée Langto. L'événement s'inscrit dans un engouement croissant pour la boxe dans la région, notamment avec l'ouverture récente d'un centre d'entraînement à Notre-Dame-des-Neiges. Une dizaine de combats amateurs olympiques sanctionnés par la Fédération québécoise de boxe olympique sont prévus. Des tables VIP sont déjà en vente, 1 000 $ pour la première rangée et 500 $ pour la rangée suivante, des tables de 10 personnes. Et il y a des billets individuels qui seront disponibles prochainement chez Cadorama et Café Grain de Folie. Et maintenant, nos reportages. Une belle discussion pleine de surprises entre Maxime Gagnon et Fabien Rioux, légendaire barman du Boogie et chanteur de grand talent. Et juste après, je discute avec l'autrice et scientifique Marie-Jeanne Rioux. On écoute. Là, si vous appelez ça un tournoi. Alors, bonjour tout le monde. Maxime Gagnon pour la télé communautaire TCBH. Je suis aujourd'hui avec Fabien Rioux, qui est une figure connue ici dans le milieu de Trois-Pistoles pour être le barman vétéran. Il y a un scoop ici, là. Il a été pendant 10 ans, je crois, barman. Pendant 18 ans chez Boogie. 18 ans chez Boogie. 23 ans au total, ouais. Puis on va en parler, 23 ans au total dans le milieu des bars. C'est quand même assez intéressant comme perspective. Et aussi chanteur à ses heures dans le groupe Les Casseurs Flotteurs. Oui. Mais avant tout ça. Et le groupe Rock Fleury aussi. Le groupe Rock Fleury. De composition. Qui est en train d'émerger. On ne sait pas si ça va émerger, là, mais qui existe en tout cas. Bon, ouais. Si ça existe, on va en parler alors. Oui. Tout d'abord, pour te situer, Fabien, pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas Fabien, d'où viens-tu? Quelles sont tes origines? Mes origines, beaucoup de gens ignorent. Je suis né à Chambly. À Chambly? Sur la rive sud de Montréal. OK, ouais. OK. Mais mes parents attendaient ma naissance pour officiellement déménager à Sainte-Françoise, dans le fond. Là où j'ai passé mon enfance puis mon adolescence. Est-ce que c'est parce que tes parents viennent du coin, dans le fond? Oui, mes parents viennent du coin. Fait qu'ils sont retournés dans le coin pour élever le jeune Fabien. Mon père a acheté la maison de ses parents à ce moment-là, ses deux parents sont décédés comme dans l'année qui précédait ma naissance. Fait que, il a acheté la maison familiale, puis on est déménagé là. Et si je comprends bien, quand tu habites à cet endroit-là, tu vas à la polyvalente de Trois-Pistoles. Oui, polyvalente, c'était Trois-Pistoles, puis l'école primaire, c'était à Sainte-Françoise. OK. Ouais. Fait que tu t'es vite intégré dans la capitale des Basques, à Trois-Pistoles. Oui, j'avais 2 semaines quand je suis arrivé. 2 semaines? Oui, j'avais 2 semaines, j'étais un bébé naissant. OK. Ouais. Puis, dans le fond, j'imagine quand t'es jeune, tu veux plus te tenir à Trois-Pistoles parce qu'il y a peut-être un milieu plus urbain où tu peux
aller vagabonder entre jeunes, on pourrait dire? Plus au moment plus de la vie début adulte, là. C'est sûr, je jouais au hockey, ça m'amenait à Trois-Pistoles assez régulièrement quand même, mais c'était plus début de vie adulte, là, quand on a commencé à sortir un peu plus, là. Sinon, à Sainte-Françoise, on avait un beau petit groupe, on était une gang de sportifs. Puis, t'étais dans la gang des sportifs? Oh oui, absolument. Je le suis toujours. Hein. Mais t'as transité de la gang des sportifs à la gang des artistes? Ouais, j'étais encore sportif encore? Quand même. Ouais. J'ai les deux dans le sang, ouais. OK, parfait. Ouais. Parlant de ton côté artiste, justement, c'est pas nécessairement artiste, mais c'est quand que tu as commencé à fréquenter le milieu des bars? Pour t'y intégrer comme barman, comment ça a commencé tout ça? Comme barman, oui. En fait, de 2001 à 2003, de début de vie adulte, j'avais 21 à 23 ans. J'étais allé vivre à Montréal pendant deux ans. Et puis, à un moment donné, je me suis tanné de vivre à Montréal. Je me suis tanné, en 2 ans, j'étais déjà tanné. C'était pas fait pour moi. Fait que je voulais revenir en région, je voulais revenir dans mon coin. J'avais pas vraiment de job, fait que je cherchais une job temporaire, on va dire ça comme ça. Puis ce qui m'a amené à travailler au bar Le Triolet, qui est fermé aujourd'hui. Dans quelle ville? Pour M. Roland Boucher, à Trois-Pistoles. À Trois-Pistoles, OK. Oui. Le Triolet, c'est-tu là que c'était le Biarritz ou c'est dans... Non, Le Triolet, c'est sur le coin Jean-Rioux et Gagnon. OK. C'est le bar, en tout cas, c'est une grande bâtisse qui a été vendue récemment. Puis il y a comme une porte en métal un peu solide, puis ça avait l'air presque italien avec leur petit expresso et tout ça. Ouais, c'est ça, exactement. OK. Exactement. Ça, c'est le nouveau propriétaire, ça, en tout cas. C'est une longue histoire. Ouais, c'est une autre histoire. Ouais. C'est une autre histoire, on se remémorera pas tout ça. Ouais. Pour une autre entrevue, peut-être. Ouais, peut-être, ouais. Mais sinon, c'est là que tu as commencé, au Triolet. Puis, est-ce que tout de suite, tu t'es dit, hey, ça pourrait être mon truc dans la vie d'être barman? Je suis tombé dans l'engrenage de gagner sa vie, de faire de l'argent, puis j'étais à l'aise dans ce métier-là. J'ai aussi... j'aimais bien le principe des types, le principe des pourboires, tu sais, que tu rentres travailler, puis tu ressors, puis tu as de l'argent de plus dans tes poches. Direct le soir même. Immédiatement. Oh oui. Ça, j'ai trouvé ça fort intéressant comme job, puis Fait que j'ai accroché à ça beaucoup. Mais j'ai toujours été un peu aussi... je me suis toujours un peu cherché, tu sais. Puis c'est un bar... un bar, c'est une job qui va beaucoup chercher un peu c'est très intimement lié avec le côté artistique aussi. Oui, c'est ça. Quand tu es derrière un bar, tu fais un peu des spectacles tout le temps. Tu es en représentation. Un peu finalement. Parce que, à quelque part, tu peux être comme ça naturellement, mais le type t'amène à avoir une prestance que tu veux que les gens qu'ils plaire aux gens, quelque part. Absolument, que le monde trouve ça le fun, puis c'est ça. Si le monde trouve ça le fun, ils vont revenir. Oui. Puis s'ils reviennent, moi, ça m'assure de... Fait qu'il y a un petit côté qui rejoint toi qui aimes les shows, parce que dans le fond, c'est comme un genre de show. Tu distrais la foule. Absolument, puis c'est très proche de... Tu sais, on a parlé de musique, mais mon vieux rêve artistique, c'était de faire de l'humour. Ah! Ça, c'est mon vieux rêve qui est toujours vivant, qui est toujours... qui est en devenir. J'ai pas abandonné mes rêves, mais absolument pas. C'est vrai que ce job-là avait un... J'allais chercher ce côté-là avec cette job-là, beaucoup. Puis, c'est ça. Mais c'est vrai que je peux en témoigner, on rit bien quand tu fais ton chiffre. J'essaye. Il y a des journées que je suis moins de bonne humeur que d'autres, là. En général, j'essayais d'être le plus divertissant possible. Puis par rapport à ça, là, abordons le sujet de front, c'est que dans un bar, il y a souvent des gens intoxiqués, n'est-ce pas? Puisqu'ils boivent de l'alcool et peut-être même autre chose. Et donc, je me demande, est-ce que tu penses que tu as un âme de travailleur social pour gérer ces gens-là tous les soirs
intoxiqué. Des fois, il y a des conflits interpersonnels qui naissent. Puis toi, t'es le seul employé sur le plancher. Parle-moi de cette réalité-là. Sans l'ombre d'un doute, en fait, que j'ai développé des habiletés dans ce sens-là, malgré moi. T'sais. J'ai toujours eu à bien j'ai ça en moi, tu sais, que le bien-être collectif, le bien-être de tout le monde. Fait que, assurément que ça, j'ai ça en moi. Puis moi, j'ai toujours dit que, ouais, côté travail social, côté, disons, pas dire santé mentale nécessairement, mais tu sais, je veux dire... Pratiquement intervention. Côté intervention directe, immédiate, je me suis tout le temps vu comme la première ligne, finalement, tu sais. Je suis comme la première ligne d'intervention. Oui, oui. Puis il y en a beaucoup pour qui je suis la ligne d'intervention, en fait. Ouais. Après toutes ces années-là, tu as comme vu qu'il y a du monde qui... Ça leur faisait du bien d'avoir leur Fabien pour justement pas avoir à sombrer, mettons. Je pense que oui. Je veux pas me donner non plus trop de crédit, là, mais je pense avoir été... Je pense avoir très bien fait ma job pendant toutes ces années. T'as été une oreille efficace pour certaines personnes. Je pense que oui. Je pense que j'ai été efficace à plusieurs niveaux. Je pense que oui. Je pense que oui aussi, pour vrai, parce que juste avoir quelqu'un qui a une bonne attitude quand tu rentres dans le bar, ça fait du bien. Là, puis j'ai souvent aussi été le premier visage, la première... souvent, souvent, la première personne que les gens connaissent à Trois-Pistoles, qui sont de passage ou... quand tu vas en visite à quelque part, y a-tu un petit bar ici? Tu sais pas où aller, tu vas au bar. C'est ça. J'ai souvent été le premier visage de Trois-Pistoles, un peu, dans beaucoup de circonstances, dans beaucoup de situations. Je le confirme, tu es dans les premières personnes que j'ai connues avec justement Wilson, qui était avant le barman du caveau. Deux références pour moi. Ben, c'est souvent un endroit où on va essayer de tisser des liens. T'sais. Ouais. On fait... Il y a mauvaise presse souvent qui est faite au bar, tu sais. Ça, c'est triste parce que dans les bars, il y a aussi des belles discussions. Il y a aussi beaucoup de choses qui se construisent dans les bars, des amitiés, des amours, des projets. C'est un endroit qui devrait être un peu dédiabolisé parfois, des fois. Ouais, un peu. Oui, absolument. Puis c'est sûr que si tu regardes le 5% du pire quelque part, tu vas tout le temps te dire que c'est gravement... diabolique, là, mais la plupart des gens qui vont au boogie ont beaucoup de plaisir, puis ils reviennent, puis on s'entend bien. Là, Boogie, c'était un bar très spécial, où il y avait un beau mélange de générations. Mm-hmm. C'est un endroit où tout le monde se parle. Exactement. C'est vraiment un endroit où... Ah oui, souvent, on va à quelque part, on va y aller avec des amis, on va y aller accompagné, puis on se parle entre nous autres. C'est ça. Mais le boogie, c'était un des rares endroits où tu pouvais arriver seul, puis avoir du fun toute la soirée, parce que tout le monde se parle. Puis il y avait déjà... Il y avait beaucoup de monde il y a beaucoup de monde très coloré aussi dans ce bar-là, là, qui sont drôles, qui sont divertissants. Puis... Effectivement. C'est une vraie boîte à surprise. Une vraie boîte à surprise. Ouais. Exactement. Tu pourrais pas dire mieux. Mais là, j'ai entendu que tu parlais du boogie au passé. Est-ce que tu pourrais nous parler du fait... Est-ce que tu pourrais faire du surf sur la rumeur persistante qui dit que le boogie serait en train de fermé, en processus de fermeture. Qu'est-ce qui se passe, Fabien? Peux-tu nous éclairer là-dessus? Ben, je vais y aller minimalement dans ce que je vais dire, parce que c'est un dossier qui n'est pas complètement réglé encore, puis dont je suis pas non plus... c'est pas moi qui est impliqué au niveau financier là-dedans et tout ça. T'sais, moi, je suis employé, mais oui, il y a des rumeurs, comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a des rumeurs que le bar s'apprête à fermer ses portes, puis que pour laisser place à un nouveau projet avec peut-être une nouvelle figure, puis souhaitons bonne chance à cette personne-là, puis à tout le monde là-dedans, puis j'espère que le boogie est une grosse perte, c'est sûr, mais les humains sont
sont habitués de vivre avec des pertes, puis avec de la nostalgie. Puis je veux dire, on est dans un monde de plus en plus nostalgique où tout ce qui nous tenait à cœur, on dirait, disparaît, puis tout ce qu'on veut pas voir, nous, on nous le fait avaler comme du spaghetti blanc, tu sais. En tout cas, je sais pas si je m'exprime bien, mais... Quand même, mais je comprends que tu peux pas donner tous les détails. Je peux pas donner tous les détails, mais c'est une rumeur qui est bien, qui existe, puis qui existe pas pour rien. On va dire ça comme ça. Oui, mais c'est vrai que tu amènes le point, les gens peuvent vivre dans la nostalgie, dans la peur de perdre quelque chose, mais le boogie sera pas rasé, tu sais. La bâtisse, le bar va continuer à exister, puis quelqu'un peut le racheter, puis faire des choses, peut ouvrir quelque chose dedans. Ah! On sait jamais. À grand entendeur. On sait jamais, je connais pas. Mais moi, je sais que je suis dans un moment de ma vie où j'y ai pensé. Puis j'ai analysé le pour et le contre. Puis j'ai décidé de pas embarquer dans le projet. OK. Mais ça veut pas dire que j'aurais pas aimé ça. Ça veut pas dire que j'avais pas de bonnes raisons de vouloir faire ça. Mais en pesant le pour et le contre, j'ai prioriser ma santé puis moi-même. Ouais. Mais est-ce qu'on pourrait dire que c'est ça qui fait... Mais est-ce qu'on est en train d'apprendre en direct que tu vas aller ailleurs que dans un autre bar après? Tu vas aller dans d'autres domaines pour travailler? C'est fort potentiel. Il y a un fort potentiel que ma vie change, ouais. D'une manière quand même assez intense, parce qu'après 23 ans de... Ouais. Mais tu sais, je préparais ça quand même, tu sais, un jour, tu sais, puis... bon, en tout cas, Mais là, t'es libre, là, qu'on pourrait dire. On pourrait pour le moment, dans des je suis projets. en mode, je fais un pas de recul pour mieux avancer. OK. Ouais. Pour voir the big picture. Exactement. Parfait. Exactement. OK, je comprends. Mais ça va te laisser du temps pour tes projets artistiques, comme les casseurs flotteurs. Comme les casseurs flotteurs, entre autres, oui. Avec qui tu as fait un show bénéfice pour le hockey senior ou mineur? Hockey mineur, oui, une mineur. équipe, ils appellent ça M13. Je sais pas, dans mon temps, c'était Pee-Wee, je pense. Ça a changé, les codes. Là, Ça a bien marché, ce show-là, à la Forge. Là. Oui, ça a bien été. Ça a bien été. Ça allait amasser des fonds. Oui. La soirée est un succès financier et je pense que la soirée est un succès général. La TCBH était là pour couvrir l'événement et il y avait pas mal de monde. Oui, il y avait du monde. Ouais. L'ambiance était belle. Puis, ouais. Effectivement, on a eu des bons feedbacks, là, des bons commentaires. Ouais. Puis ça roule bien, ce projet artistique-là? Mes projets artistiques? On va en parler, mais non, mais les casseurs, juste pour savoir, est-ce qu'il y a une date des casseurs flotteurs qu'il faudrait mettre dans notre agenda, par exemple? Oui, absolument, oui. Puis c'est drôle parce que ça s'est confirmé hier, mais on va faire un spectacle justement au bar chez Boogie le 27 mars pour plusieurs raisons dont on a parlé tantôt. Je conseille à ceux qui voudraient être là d'être là. Allons le 27 mars à cet événement souligner qu'on aime le Boogie. Merci Boogie, on t'apprécie pendant que tu es là. Ouais. Je suis tout à fait d'accord. Fait que 27 mars, les casseurs flotteurs vont jouer chez Boogie. À mettre dans l'agenda. Mais sinon, tes autres projets artistiques, parle-moi-en. T'en as nommé un tantôt. Ouais, c'est l'humour, que ça a toujours... c'est mon rêve. C'est mon rêve depuis que je suis tout petit. Puis, Mais c'est vrai que tu m'avais déjà dit, en grande primeur, que tu avais à peu près comme 45 minutes de stock déjà décrit, que tu raffines avec le temps. Ouais. Puis... probablement même plus que ça. Là. Ça serait le temps de sortir de ces blagues avant qu'on ait plus les références pour les comprendre. J'essaie de faire des blagues qui perdurent dans le temps. En plus. Ouais. Exact. Tu penses-tu te lancer très prochainement là-dedans? C'est quelque chose qui s'en vient à grands pas. Ouais. OK. Ouais. Je mets pas de date précise ou de pas trop de pression précis. Inutile. Pour le moment, je suis, comme je dis, je suis vraiment dans un mode... un pas de recul, puis je respire, puis après ça, je vais recommencer.
à avancer. Je peux comprendre. Puis en plus, disons-le, on est à la fin de l'hiver et l'hiver, c'est pas la grosse énergie généralement. Tu sais, on traverse l'hiver, c'est pas facile. Fait que je te comprends de prendre ton temps à ce niveau-là. Là. Ben, je t'annonce que l'hiver est encore ma saison préférée. Ah ouais? Puis que je suis triste que l'hiver s'en Tu aille. n'en démarres pas? Mon Dieu. Moi, je suis triste que l'hiver s'en va. C'est parce que tu fais des sports d'hiver que tu Je fais des sports d'hiver, j'aime la neige, je suis un amoureux de la neige, j'aime les tempêtes. Est-ce que j'imagine que tu as aimé le fort vent qu'il y avait aujourd'hui? Non, C'était pas assez ça de manque de tempête. neige. Ça manque de neige. On veut que les flocons nous fouettent. S'il y avait de la neige, là, ça serait beau. Puis sinon, j'ai un autre projet artistique, business, là, qui s'en vient, que ça, c'est quelque chose un peu plus... Ça, je peux pas en parler, mais quand je vais en parler, ben quand je vais en parler, ben ça va valoir la peine. Je reviendrai t'en parler. Ça, c'est une bonne idée, ça. OK, deal. Hein? Ça, c'est un deal, ça? Ouais. Parfait. On titille l'auditoire en ce moment. Je pense que ça va être Fabien a un projet secret bientôt sur nos ondes. Suivez TCBH pour savoir. Absolument. Ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Mais non, mais tu m'avais parlé je pense, de Rock Fleury aussi. Oui. Je sais pas C'est un groupe de composition, musique originale, là, dans le fond. On fait nos propres chansons. Parce qu'il faut le dire, les Casseurs Flotteurs, c'est du cover. Oui, c'est des reprises. C'est des reprises. Ouais. Puis là, c'est des compositions originales. Ouais. Mais c'est-tu nouveau? Ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille là-dessus. On a sorti un premier album il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne, peut-être 3. Là, on est plus en mode, on y va une chanson à la fois. C'est un peu ça la mode aussi présentement. On y va une chanson à la fois, puis... Mais tu sais, faire de la musique originale, tu sais, c'est pas payant, il faut que tu joues beaucoup. Soit t'es inconnu, puis à un moment donné, t'es connu, tu le sais pas pourquoi. Je ne sais pas si un jour on va atteindre ce statut-là, puis ça fait pas vraiment partie des objectifs, nécessairement. Mm-hmm. Mais tout ça pour dire que, je veux dire, faire de la musique, faire de la composition, c'est pas payant. C'est payant, c'est payant. Faut que tu... si t'es déjà connu, faut que tu deviennes connu. Payant. Faut que tu deviennes connu, puis il faut que tu joues, puis il faut que tu rentres dans la machine. Sinon, personne... Sinon, les casseurs flotteurs, c'est plus facile. On a beaucoup plus d'offres de contrats. Parce que vous n'avez pas à créer la toune, vous avez juste à la faire bien d'être là. Puis exemple, on va jouer dans un carnaval, un festival. Les chansons qu'on fait, les gens les ont déjà entendues. Mais on arriverait là avec notre groupe de chansons originales. On peut pas vendre ça. Vous allez être analysé avant que le monde soit excité. Il faut qu'on soit un peu plus connu, c'est sûr. Ouais. Mais en tout cas, il n'y a pas de... C'est avec des amis... Pas d'objectif précis dans ce sens-là. Oui, c'est avec des amis. Oui, c'est avec des amis du coin? Oui, des amis de longue date. Ce qui est drôle, on a à peu près tous le même âge. OK. Est-ce que c'est des membres similaires du groupe des Casseurs Flotteurs, comme Tommy Rio est-ce que Tommy Rio il y en a. Non, il y a juste seulement, dans ce groupe-là, il y a seulement moi puis Fred Lagacé qui est un artiste assez prolifique de la région. Oui, Fred Lagacé, c'est mon... C'est ton boy, comme on dit. Ouais, je sais pas ce que je ferais sans lui. C'est comme un peu l'agent. C'est l'agent du groupe Les Casseurs Flotteurs aussi, je pense. Il joue le rôle de les relations publiques puis tout ça. Ben, c'est le meilleur là-dedans, disons. Là. Il n'y a pas le poste d'agent officiel, là, mais disons que c'est le capitaine de l'équipe. On va dire ça comme ça. Ouais. Ah, carrément. ouais. Puis, est-ce que vous avez des... fait que l'ambition, ça serait de sortir de la musique sur Internet... tout simplement, pas nécessairement des shows, juste comme les mettre en ligne puis voir ce que ça la donne. musique est déjà en ligne, ouais. Ouais, la musique est déjà en ligne. Vous pouvez aller l'écouter si vous voulez. Rock Fleury. Rock Fleury sur quelle plateforme? Sur toutes les plateformes. Bandcamp aussi? Je pense que oui. Ça serait bien, ça. Absolument. OK, puis Spotify? Oui. OK, bon Rock Fleury, tout le monde. Oui. Musique originale de Fabien. R-O-C-K. R-O-C-K, comme du rock. Ouais. Et Fleury, avec un I. Avec un I? Ouais. Ah, wow. Bon, on vient de sauver beaucoup de gens de mettre un Y. Moi, j'aurais mis un Y, mais bon. Non. C'est Fleury comme le... Et sinon, en terminant, est-ce que tu aurais un projet qui s'en vient très bientôt? On en a parlé de beaucoup de projets, mais prochainement, là, c'est quoi la prochaine chose qu'on met dans notre calendrier ou
qu'on regarde pour te suivre, puis ou une cause qui te tient à cœur que tu aimerais juste qu'on porte attention à ça prochainement? Une cause... Ça peut être tu peux donner un peu de gaz à une cause qui te tient à cœur. N'importe quelle cause? Ouais. Ben, quelque chose qu'on va pouvoir focusser notre attention dessus prochainement pour s'impliquer ou... Faut que ce soit régional. Plus, non, quelque chose qui tient à cœur. Ça peut être mondial, ça peut être la Palestine, ça peut être... OK. Comme tu le sais. Si tu me dis ça vite fait comme ça, là, ben c'est sûr que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui tiennent à cœur, beaucoup de choses préoccupantes, disons, dans notre monde présentement. Oui. Beaucoup de choses inquiétantes, préoccupantes. Perturbante, même. Perturbantes, tu sais, qui jouent quand même sur notre personne, tu sais, on a beau être à trois pistoles, mais on est touché par les choses. Le climat social, le contexte social est pas facile. Mais c'est ça. La première idée qui me vient en tête, ma grande amie d'enfance de Sainte-Françoise, Rebecca, qui est Rebecca Dumont, OK. qui est directrice pour la Fondation Charles Bruno. Ben, je vais faire une petite pub pour la Fondation Charles Bruno. Tu me demandes une cause. C'est, tu veux nous dire, c'est quoi, de quoi s'occupe la Fondation Charles Bruno, c'est pour les enfants malades, dans le fond. OK. Les enfants très malades, là, tu sais, là, qui doivent... eux autres, ben, ils prennent en charge Ils font, la famille, puis le bien-être de tout le monde. Puis, fait que ça serait peut-être d'aller faire un petit don pour la Fondation. Si vous voulez, ou d'en parler. Puis moi, en tout cas, je suis toujours fier de... Je suis toujours fier de savoir que c'est ma grande amie qui s'occupe de cette fondation-là depuis longtemps. Puis je l'admire beaucoup. Puis c'est une cause indiscutablement Pertinente. Pertinente, oui. Merci. Absolument, ouais. Absolument. Ben, puis en fait, dès que tu veux promouvoir des causes ou quoi que ce soit, sens-toi bien à l'aise de venir nous en parler. Oui. Ben, c'est gentil. Sinon, tu disais, qu'est-ce qu'on doit vérifier pour moi là, dans les prochains temps, c'est ça? Ouais. Dans les prochains temps, ben, je veux dire, sans nommer d'échéances, là, un jour, je vais remonter sur les planches pour faire rire le monde. Ça, c'est une promesse. À moi-même et à tout le monde, ceux qui m'aiment. J'en ai déjà fait dans le passé. Tu sais, j'ai déjà fait ça dans le passé, mais ça fait vraiment longtemps. J'en entends encore parler, c'est bon signe. Fait que ceux qui m'aiment, un jour, vous allez me voir, vous allez pouvoir venir me voir. Au lieu d'être derrière un bar, je vais être sur une scène à dire à peu près le même genre de conneries. Oui, puis même quand tu fais tes shows de casseur-flotteur, tu fais des bonnes grosses blagues. Là. Des fois, c'est spontané puis c'est bien senti. Là. Ça fait un meilleur show, je trouve. Là. Ben, merci. Puis, fait qu'on surveille ça. On a un humoriste émergent en devenir. On pourrait dire ça de même, là. Oh, allons-y mollo aussi. On peut y aller mollo aussi. J'aime ça. C'est ça. Je vais m'amuser, puis c'est ça le but. Ouais. Puis on va s'amuser avec toi. Ben, merci. Merci, Flavien. Merci de ton temps. Merci. Puis bonne chance dans ton changement de cap dans ta vie. Je pense qu'il y a des belles choses qui s'en viennent. Puis on va surveiller ça. Ouais, merci beaucoup. Merci. Okay. Bonjour, gens de la TCBH, ici Wilson Henley. J'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui en visioconférence Marie-Jeanne Rioux. Marie-Jeanne Rioux est une biologiste et une autrice fièrement rimousquoise, passionnée de lecture, de danse, de nature et de voyage et amoureuse des animaux. Sa profession ainsi que ses multiples expéditions dans le Haut-Arctique canadien l'ont façonnée en tant que personne et donnent une couleur singulière à sa plume. Autrice à la créativité sans limite, elle s'éclate à faire voyager ses lecteurs et lectrices dans son imaginaire coloré, toujours empreint de romance. Comment allez-vous, Madame Rioux? Très bien. Super. Merci. On avait dit avant l'enregistrement qu'on pouvait tutoyer, donc on va commencer comme ça. Donc là, c'est fascinant. Des biologistes, en tout cas, tu as étudié là-dedans, et tu as fait des expéditions dans le Haut-Arctique. Comment tu passes d'un univers scientifique, méthodologique et mesuré, quantifiable même, à
l'autre extrême qui est l'écriture romantique. Ouais, c'est fou, hein, on me pose souvent la question, puis au final, c'est très facile de faire le pont entre les deux, entre l'art et la science. Je le découvre à mesure là, que j'écris. Je suis quand même à mon 12e livre, fait que là, je commence à être pas mal à avoir une bonne méthode d'écriture et tout, mais je me rends compte que l'écriture, même de fiction, demande quand même beaucoup de recherche. Et l'écriture de fiction, je me rends compte qu'elle me permet de faire passer plein de messages et donc de conscientiser les gens autrement à la science et à toutes sortes d'autres enjeux. Là. Fait que c'est comme mon outil pour faire de la science autrement. Fait que j'ai pas complètement abandonné mon chapeau de scientifique. Là. C'est sûr que je travaille encore d'ailleurs à l'université à Rimouski dans un labo de recherche à temps partiel. Et le reste du temps, j'écris des romans. Fait que tu sais, mes deux univers sont assez interreliés. Puis je trouve qu'ils se marient bien. C'est vraiment le fun. C'est bien dit. C'est très bien dit. On voudrait opposer les deux, mais finalement, non. Ouais, Surtout, exactement. le bout qui m'a accroché où tu parles de faire des recherches. Les gens pensent que un roman, tu fais juste avoir une bonne idée, puis tu le poses, puis c'est fini. Ouais, mais attends. J'ai des recherches. Le lieu, on est à quelle époque, les habitudes, les mœurs, tu sais, de quoi. Et là, dans ton roman qui s'en vient, Les Sabliers, tome 1, le début d'une trilogie, là, tu as du voyage. Le Yes! La belle couverture. Oui. Fantastique. Oui, Wow. le premier tome d'une trilogie. Exact. C'est qui qui a designé la couverture? Est-ce que tu as participé à la création artistique de la cover? Oui, ben un peu. C'est sûr que l'autrice est impliquée dans tous les processus là. Tu sais, le processus éditorial est quand même long. Ça peut prendre plusieurs mois. Fait que ça inclut la couverture, l'imagination de la couverture, puis la création. Et l'autrice est toujours un peu impliquée. Fait que nous, on donne nos idées très sommaires. Puis celle-là, c'est une graphiste qui le fait. Donc, elle va chercher des images libres de droit et elle fait des montages, mais tu sais, elle m'envoie des maquettes. Puis là, elle me demande si ça fait mon affaire ou si elle doit changer des trucs. Mais généralement, elle saisit assez vite ce que moi je veux. Puis c'est vraiment, tu sais, c'est très représentatif de l'histoire. Fait que là, c'est le tome 1. Et il y aura 2 autres tomes là, qui seront dans le même univers, mais en fait, on voyage dans le temps, là, dans les sabliers, donc on change un peu d'univers malgré tout à chaque tome. Ben, c'est ça, tu avais parlé de faire des recherches, puis je m'en allais vers ça, le voyage dans le temps. As-tu fait beaucoup de recherches sur comment le voyage dans le temps est pensé? Souvent, quelque chose qu'on fait dans le passé va changer le futur, ou c'est des univers parallèles? Comment tu as fait tes recherches sur le voyage dans le temps? Ben, en fait, c'est que c'est des voyages dans le temps et il y aura un voyage dans un univers parallèle dans le 3e tome. Fait que c'est comme trois personnes qu'on va suivre. Fait que là, le premier tome, on suit, c'est 2 frères et une sœur. Finalement, on suit le premier frère. Ça s'appelle les Sabliers, premièrement, parce que ça part de la constellation d'Orion. Donc, ils ont un lien avec cette constellation-là qui est en forme de sablier, qui est aussi appelée le Sablier, donc d'où le surnom là, de ces personnages-là. Et bref, dans le premier tome, c'est celui qui lit le passé des gens, qui finit par voyager dans le passé à l'époque de la Première Guerre mondiale. Donc, c'est plus là que mes recherches se sont intéressées là, à l'époque, au contexte historique de la Première Guerre mondiale. Mais aussi, tu sais, je fais des recherches. Moi, j'ai encore mon esprit très scientifique quand j'écris. Donc, même des trucs qui sont imaginaires, qui sortent de mon imaginaire à moi, ça va être quand même basé sur des faits puis quelque chose qui existe pour de vrai, là, tu sais. Fait que souvent, là, on va découvrir dans les sabliers que c'est lié aux étoiles. J'en dirai pas plus parce que sinon, je vais dévoiler des punchs. Mais c'est vraiment, tout est lié aux étoiles, puis il y a vraiment quelque chose, tu sais, de logique au final qui ressort de cette histoire-là. Fait que oui, j'ai eu beaucoup de recherches à faire à ce niveau-là, mais évidemment, là, surtout au niveau de la Première Guerre mondiale, c'est des soldats canadiens. On en parle très peu dans la littérature des soldats canadiens durant cette guerre-là. On parle plus comme des Britanniques, parce qu'on était sous le régime britannique à cette époque-là. On parle des Français, des Allemands, mais on parle très peu des soldats canadiens à l'époque de la Première Guerre mondiale et leur contribution. Puis, même chose pour les animaux, en fait, qui étaient impliqués dans toutes les guerres, là, tu sais, qui étaient des animaux soldats un peu. Fait qu'il y en a un dans les sabliers, là, il y a un chien soldat. Fait que j'essaye toujours d'inclure dans tous mes univers quelque chose, tu sais, un enjeu ou quelque chose va un peu sortir du lot, plus original, mais ça nécessite
des recherches quand même. Parlant d'animaux à la guerre, j'avais lu une anecdote, corrige-moi si je me trompe des détails, mais c'était un bataillon qui était coincé dans une tranchée et il avait besoin d'appeler à l'aide. Donc, ils ont envoyé les 12 pigeons voyageurs qui leur restaient. Puis il y en a un seul qui a survécu. La ligne ennemie, il a réussi. C'est grâce à ce pigeon-là qui ont été sauvés. Puis après ça, on voit des photos où ils ont mis une petite médaille puis il a été couronné. Il y a eu un titre honorifique. Il a sauvé un bataillon complet, tu sais, c'est fou. Ouais. Non, mais c'est fascinant. Là. Tu sais, il y avait justement des pigeons voyageurs, des chiens, mais il y avait des ours à un moment donné. Il y avait toutes sortes d'animaux qui ont été des éléphants, je crois, aussi, des chevaux, bien sûr. Mais c'est comme un monde que peu de personnes connaissent, là, puis sont très peu, je trouve, salués pour tout ce qu'ils ont fait, là, tout ce qu'ils ont amené aux soldats, puis qu'ils amènent encore aujourd'hui. Tu sais, les animaux, on les utilise encore de nos jours, là. Fait que c'est vraiment fascinant, je trouve, comme sujet. Je sais plus dans quelles années, peut-être 70 ou même avant, la CIA faisait des tests, donc des dauphins qui pouvaient livrer un missile sans être détectés par des radars. Tu mets un missile à un dauphin, ou c'était de l'espionnage. C'était-tu avec des araignées ou des pigeons? C'était faire envoyer le pigeon sur le bord de la fenêtre avec un petit enregistreur pour qu'il revienne avec la conversation enregistrée. C'est incroyable. C'est vraiment fou. Tantôt avant... C'est malade. Tantôt, avant que l'enregistrement parte, on disait il y a trop de politiciens et pas assez d'artistes. Toi, comment t'as décidé de... Quand est-ce que t'as décidé de poser tes premières lignes? Tu dis, moi, ça y est, j'ai ce besoin-là d'écrire. Comment ça s'est passé pour toi, ce début de carrière d'autrice? Ben, en fait, ça fait longtemps que j'avais commencé à écrire. Tu sais, c'est un rêve que j'ai toujours voulu réaliser, d'écrire un livre, d'avoir mon nom sur la couverture d'un livre. J'ai toujours voulu ça, puis surtout depuis que j'ai découvert, bien évidemment, Harry Potter, c'est de notre génération. Fait que ça m'a donné vraiment envie de créer mes propres univers, mais j'avais jamais eu le temps de vraiment m'investir à écrire un livre. Tu sais, je savais pas comment, là. J'ai étudié en biologie et non en littérature. Puis, quand est venue en fait, j'avais écrit quelque chose, là, j'étais adolescente, là. J'avais comme une vingtaine de pages. Puis c'était l'histoire des élus, qui est mon premier livre qui est ici, là, qui a été publié chez Edilink, qui est pas la même maison d'édition que Les Sangliers, là. Et c'est ce premier livre-là, c'est vraiment fantastique. Donc, c'était un univers complètement inventé. Puis, j'avais écrit 20 pages. J'ai laissé ça de côté pendant un bon 10 ans. J'ai fait mes études et tout. Puis là, à un moment donné, la pandémie est arrivée. Donc, ça fait pas si longtemps. Et j'ai vu que je travaille à organiser des expéditions dans le Grand Nord canadien, ben j'avais beaucoup moins de travail durant la pandémie parce qu'on pouvait plus aller dans le Grand Nord. Fait que j'ai retrouvé ce roman-là qui avait le nom très original de roman. Donc, c'est un document qui s'appelait Roman. J'ai dit, bon, je vais aller relire un peu qu'est-ce que j'avais écrit. Puis finalement, je me suis remis à écrire ce roman-là, qui s'est transformé un peu, mais pas tant. T'sais, la base est restée quand même la même. J'avais cette idée-là dans la tête depuis longtemps. Puis finalement, j'ai écrit le roman durant la pandémie. Ça m'a pas pris tellement de temps. J'ai envoyé ça à une de mes amies qui, elle, a étudié en littérature. Fait que j'étais comme, tu sais, donne-moi tes commentaires sincères. Dis-moi si ça a du potentiel ou si c'est vraiment pas bon. T'sais. Fait qu'elle m'a dit, ben oui, ça a du potentiel. Je pense que tu devrais corriger certains passages. Puis là, elle m'a donné des commentaires et tout. Puis finalement, j'ai décidé d'envoyer ça à une maison d'édition. Puis ça a été accepté en maison d'édition. Fait que c'est comme ça que ça a commencé. J'avais vraiment en tête de faire ça un jour, mais j'avais un peu laissé ça de côté là, depuis quelques années. Puis finalement, ça a comme été replacé sur mon chemin. Puis depuis ce temps-là, ben là, j'en ai publié quand même quelques-uns. Là. Je suis rendue à mon 12e. Fait que ça... Donc, ça bouillait dans mon imaginaire. C'était vraiment le temps que ça sorte de ma tête, toutes ces idées-là. Fait que voilà. Puis, tu parlais de science. Tu sais, comment faire le passage de la science à la créativité, la littérature. Ben, c'est pas si loin, là. Pour moi, faire de la science, faire de la littérature, c'est quand même interrelié. Puis, j'ai découvert, à force d'écrire, que c'est un peu ma façon à moi de faire de la science, puis de parler de tout ce qui est enjeux environnementaux et tout, de manière plus douce peut-être que dans le contexte scientifique, on est toujours en train de dire que ça va mal, qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça. Mais c'est pas ça, je crois,
qui va amener des changements. Là, les meilleurs messages passent toujours à travers un mythe, une histoire, une légende, une chanson. Ça c'est sûr, là. Essaye pas de marteler le clou avec ton marteau, tu sais, vas-y doucement. Puis, tout à fait. tu te dis la science et l'écriture, je viens de faire un parallèle. Tu sais, la science, c'est beaucoup d'observation. Puis l'écriture aussi, si tes personnages sont bien conçus, ils sont vivants, tu les observes. Ils vont te dire eux-mêmes c'est quoi leur vie, puis tu les laisses aller. Donc, les deux, c'est un travail d'observation, en fait. Absolument, je suis tout à fait d'accord. Il y a de la recherche, il y a de l'observation, comme tu le dis. Les personnages vont finir par nous guider, là, finalement. On commence un peu l'histoire, puis moi, j'écris sans plan. Fait que, mon côté créatif est très, j'aime ça dire chaotique par rapport à mon côté scientifique qui est plus organisé. Le côté créatif est très, il est organisé d'une certaine façon, mais un peu dans le chaos. Fait que je trouve qu'il y a effectivement un côté un peu d'observation, de laisser aller tes personnages à ce qu'ils veulent faire finalement, puis même d'observation extérieure pour nourrir ton imaginaire. Finalement, il faut quand même être ouverte à tout ce qui se passe autour de nous. Fait que c'est vraiment, c'est très lié, selon moi, l'art et la science, là, ça va ensemble. Puis pendant que, mettons que tu t'assois pour écrire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu redoutes, tu dis, moi, je veux pas faire de répétition, je veux absolument que ça aille vite, ou c'est quoi tes préoccupations quand tu écris? C'est surtout de commencer que je trouve qu'il est le plus difficile. De commencer une histoire, de commencer un chapitre, de capter l'attention des gens rapidement, parce que souvent, c'est ça. Si les gens ouvrent le livre, ça prend 50 pages avant que l'histoire soit un peu placée puis que ça commence à avancer, là, ils vont l'abandonner. Là, ils tiendront pas le coup jusqu'à temps que l'action embarque. C'est vraiment de commencer puis de tout de suite capter l'attention du lecteur. Sinon, évidemment, rendre les personnages attachants, mais ça, je pense que j'ai quand même... mes lecteurs me disent que j'ai cette force-là de rendre les personnages rapidement attachants. Fait que ça, au moins, c'est moins une préoccupation. Puis effectivement, les répétitions, ça, tous les auteurs, on est un peu parano là, sur les répétitions. Ouais. On écrit, puis à un moment donné, on est comme... me semble que j'ai dit ce mot-là, pas si longtemps. Ouais. Puis c'est à la relecture que tu réalises, ça fait 3 fois que j'ai écrit le mot, c'est ça. Fait que là, tu tombes vite dans les synonymes. Parlant d'ailleurs d'accrocher les gens et de maintenir l'attention, je connaissais une femme, elle avait auto-publié son livre, son premier livre, puis j'avais acheté une copie. Et là, dès la première page, tout le passé du personnage principal est révélé. Tout son passé dans les 5 premières pages. Et là, je me suis dit, ça marche vraiment pas, là, c'est nul. Puis j'avais étudié, j'avais lu un livre sur la scénarisation, comment écrire des bons scénarios. Puis je vais te donner un truc, peut-être ça va t'aider, t'en auras peut-être même pas de besoin. Mais il dit, il y a 2 manières de faire avancer l'histoire, à travers l'action ou par la révélation de secrets. Donc, soit il se passe quelque chose, ou soit s'il se passe rien, tu révèles un secret, quelque chose qu'on ne savait pas. Elle, dans les 5 premières pages, elle avait tout révélé. On s'en va où après ça, tu sais? Ça n'a pas fait... Puis j'ai pas eu le temps de m'attacher à son personnage. Fait qu'il faut que tu t'attaches, puis après ça, tu veux découvrir son passé. Absolument. T'sais? Fait que je sais pas, toi, comment tu construis tes personnages, si t'as une approche comme ça. C'est souvent... au départ, là, avant d'écrire l'histoire, j'ai le début de l'histoire, la fin de l'histoire, je sais à peu près ce qui va se passer, puis qu'est-ce que mes personnages vont vivre comme péripéties, mettons, grosses péripéties. Mais généralement, ça se transforme au fil de l'écriture. Mais pour rendre les personnages attachants, c'est sûr que c'est de les faire imparfaits, premièrement, parce que des humains, ça n'existe pas, là. Des humains parfaits. Fait que souvent, leur donner des petits dépôts, des petits tics de langage ou encore des tics de gestuelle, là, qui va faire que le lecteur va dire « Ah, c'est lui », puis il va le trouver drôle, puis attachant. Fait que c'est vraiment de créer des personnages qui sont vrais, puis qui sont authentiques, là, et vrais, évidemment, mais aussi imparfaits. Fait que, les gens vont plus s'attacher à eux. Puis aussi le film, moi, j'écris à la première personne, puis en alternance de point de vue. Donc, on a vraiment l'impression d'être le personnage, finalement. Ouais. On est dans sa tête, on sait ce qu'il pense, mais en même temps, ça garde... c'est plus facile de garder des secrets. Il n'y a pas de narrateur omnipotent là, qui va tout savoir et qui va tout dire. Fait qu'on est vraiment dans la peau du personnage qui est pas au courant de tout, qui va vivre des situations, toutes sortes d'émotions. Fait que c'est vraiment
selon moi, en tout cas, c'est plus facile de rendre un personnage attachant quand t'es dans sa tête, dans son corps, que tu vis tout ce qu'il vit, lui. Puis quand c'est en alternance de point de vue, ben j'aime ça parce que là, ça permet aux gens de s'attacher aux personnages, à différents personnages pour différentes raisons. Tu sais, il y a certains lecteurs qui vont dire hey, moi, ce personnage-là, je l'ai vraiment aimé. Tu sais, moi, c'est plus l'autre. Ou tu sais, même des fois, les personnages secondaires, j'ai comme souvent, ça m'arrive que je crée des personnages secondaires qui sont tellement attachants que là, les gens veulent que je fasse une histoire sur eux autres. Fait que c'est un peu comme ça que ma trilogie Un chien parmi les loups, qui se passe dans le Grand Nord canadien, d'ailleurs, le premier tome est né. C'était né d'une nouvelle que j'avais écrite dans un recueil qu'on avait fait là, avec d'autres autrices. Puis les gens avaient tellement aimé ces deux personnages-là qu'ils m'ont dit hey, il faut que tu écrives un livre sur eux. Finalement, j'ai écrit une trilogie sur eux et leurs amis, qui étaient les personnages secondaires, que les gens avaient tellement aimé, puis que moi aussi, finalement, là, tu sais, quand on crée des personnages, c'est un peu comme nos enfants, là, tu sais, on apprend à les aimer, puis on a l'impression qu'ils existent pour de vrai, fait que c'est vraiment ça, là, mais c'est de créer des personnages qui sont authentiques, qui ont l'air réels, finalement. Exact, exact. Il y a une autre technique pour les rendre attachants, c'est de leur faire, ils appellent ça sauver le chat. Hein? Donc, Ah oui, ils sauvent quelque chose dans des trésors. Non, on s'en fout, un chat dans un arbre, tu fais faire une action où il sauve quelqu'un, quelque chose. Après ça, il peut être méchant, mais il a un grand cœur, il a sauvé le chat, tu sais. Fait c'est que, ça. plein de petits trucs comme C'est ça. bon. Puis les spin-offs Absolument. de développer, créer une œuvre à partir de personnages secondaires, je trouve ça beau dans ton cas, mais j'aime pas ça quand c'est Marvel qui le fait avec les super-héros. Genre, je suis écœuré, arrêter de sortir une série sur l'autre personnage, puis à faisant une autre série sur l'autre personnage dans l'autre série. Et eux autres, ils sont en train de milk, tu sais, en tout cas. Ben, des fois, il y a trop la sauce. Là. Ah. Moi, c'est ça. Je me dis, là, j'ai fait 3 livres, ça va, j'ai fait le tour. Ouais. Les gens, des fois, ils en veulent plus, mais tu te dis à un moment donné, qu'est-ce que tu veux que je leur fasse faire? Là? Mes personnages, là, tu sais, sont heureux, puis tout. Puis moi, c'est des romances. À un moment donné, je peux pas étirer la romance pendant 75 tomes. Exact. Ça va être redondant. Ouais. Ben, la pertinence vient de la limite. C'est comme une bonne assiette. Tu sais, c'est rempli de bouffe. T'es trop, c'est pas bon. Tu choisis tes éléments, tu restes pertinent là-dedans. Puis l'absence, le vide crée même le désir, puis l'attente, puis encore plus d'intérêt pour ce qui est déjà là. Donc, Tout à fait. ouais, continue comme ça, c'est une bonne stratégie. Puis l'autre sujet que je voulais aborder en finissant, c'était la romance. Toi, il y a beaucoup de romances dans ce qui est écrit. Comment t'approches ça? C'est-tu comme des petites fantaisies que toi, t'aimerais ça, vivre une romance comme ça? Ou tu explores, tu dis, ça a l'air qu'il y a des gens qui sont BDSM, je vais le faire BDSM. Tu sais? Ben, c'est sûr que moi, c'est vraiment de la romance saine. Donc, j'essaie de montrer des modèles de romance qui sont saines, mais chaque personnage vit quelque chose, tu sais, il y a un enjeu quelconque. C'est sûr que, tu sais, comme dans Les Sabliers, c'est une romance homosexuelle. Donc, dans le temps de la Première Guerre mondiale, on va se le dire, c'est assez interdit, merci, là, c'était très mal dit à cette époque-là. J'aime bien la romance interdite, peut-être parce que c'est ce que j'aime lire aussi, ou tu sais, des romances qu'on appelle proximité forcée. Donc, deux personnages qui se retrouvent à cohabiter ensemble sans trop le vouloir, tu sais. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime lire, fait que probablement que c'est pour ça que je l'écris. Mais, parler un peu d'enjeux à travers des romances, je trouve que, tu sais, ça passe plus doucement. Un peu comme parler d'environnement, de science. Fait que je fais passer plein de messages dans mes romances, finalement. Mais oui, tu sais, la romance, moi, c'est quelque chose que j'aime lire. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose sur lequel j'écris dans toutes sortes d'univers. Donc, j'en écris dans des univers complètement imaginaires, comme j'en écris dans des univers très contemporains, très réels. Puis dans d'autres qui sont un peu un mélange de réel et surnaturel, fantastique. Fait que j'aime bien mélanger des genres, en fait. Ouais, c'est ça. Tant que de la romance. C'est ça. Moi, la romance que je préfère, c'est la tragédie. Roméo et Juliette. Plus c'est tragique, j'aime ça. Ça. Dans la réalité, la vraie vie, il y a tellement des moments tragiques que je trouve ça beau quand c'est reflété avec maîtrise dans une œuvre littéraire. C'est ça. Ouais. Absolument. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Puis, tu sais, j'aime donner de la misère à mes personnages, mais j'avoue que
J'aime quand ça finit bien. Donc, Roméo et Juliette, Ouais. un peu moins. D'ailleurs, j'en parle de Roméo et Juliette. Ok. Mes personnages, Ouais. j'en parle parce que ils l'ont lu à l'époque de la Première Guerre mondiale. Puis, je trouve ça drôle que t'en parles. Mais voilà, fait que j'aime bien quand ça finit bien, mais que les personnages ont quand même tout qu'un chemin semé d'obstacles Exact. durant le Ok. livre. Là. OK. C'est ton public cible. T'as-tu un public cible en tête ou t'écris pour toi-même? Ben, d'abord et avant tout, j'écris des histoires que moi, j'aimerais lire. Ouais. C'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre. Tu sais, je me disais, moi, je lisais des livres, j'adore là, lire, évidemment, je suis une grande lectrice, mais il y a toujours quelque chose, je me dis, ah, il aurait dû faire ça. J'aurais aimé ça que le personnage fasse ça. Fait que moi, ben, je l'écris, tu sais, ce que je voulais que le personnage vive et fasse comme action. Mais mon public cible, c'est vraiment, tu sais, je vise des adultes. C'est très général, en fait, là, mais c'est sûr qu'il y a certains livres qui sont plus jeunes adultes, tandis que d'autres livres sont plus orientés vers les adultes, mais c'est surtout le contenu, tu sais, les romances sont plus spicy. Fait que celle-là, c'est sûr que c'est plus les adultes, mais tu sais, je serais très à l'aise qu'un ado lise mes romances parce que c'est des scènes qui sont très saines. Là. Fait que tu sais, il n'y a pas de dark, tu sais, il y en a qui appellent ça de la dark romance, là, où là, c'est plus des relations qui sont toxiques. Ouais. Dans mes livres, on est vraiment loin des relations toxiques. Fait que tu sais, je serais très à l'aise de faire lire ça à des ados. Tu sais, je parle de consentement. Il y a pas... puis c'est amené quand même doucement. Là. C'est sûr que c'est pas un livre de recettes. Là. Ouais. C'est glissé entre les pages, là, mais ça reste que je serais à l'aise que un public de tous âges me lit. Ouais. Ben, Vraiment. je trouve que c'est une belle chose que tu offres à la communauté, aux gens, parce qu'on n'a pas assez de bons modèles. Puis de plus en plus, les séries, les films, il y a énormément de violence et elle est gratuite. Absolument. Tout le monde se tue. T'auras une scène de viol que, bon, avais-tu besoin d'être là? Donc, t'as vraiment... et donc, toi, tu vas vraiment, pas à contre-courant, mais tu t'amènes ta couleur qui est très belle et très saine et très... je t'applaudis. C'est une très belle chose, puis on en a besoin Ben, de continuer merci. là-dedans. Ouais, je trouve aussi, puis tu sais, je trouve que les jeunes ados ont tellement accès à plein d'affaires. C'est fou. Tu sais, souvent, la violence, c'est comme, il n'y a pas de problème. Puis je le vois beaucoup aussi dans l'univers du livre, là, dans les classements de livres. Souvent, quand c'est un livre qui est très violent, il va être quand même offert aux jeunes adultes, aux ados. Alors que quand c'est un livre qui a des scènes qui sont sexuellement explicites, mais qui sont saines, là, non. Là, tu sais, le mettre dans la section adulte puis genre interdit aux ados, mais tu sais, c'est sûr que ça dépend comment c'est classé. Là. Des fois, les ados vont quand même le choisir puis ils vont le lire, mais c'est juste qu'on dirait que il y a quelque chose d'un peu étrange là, dans le fait que la violence soit free for all puis pas de problème avec ça, mais la sexualité saine, c'est moins bien vu, je me dis. Il me semble qu'on est pas au bon endroit. Ouais. Mais ouais, c'est ça. Je pense que j'essaie d'apporter ma couleur à ce niveau-là, puis de faire passer des messages doucement, sans justement faire culpabiliser les gens, parce que c'est souvent comme ça que c'est fait. T'sais, dans les médias, souvent, les gens se sentent coupables, puis quand on se sent coupable, ben on va juste ne rien faire puis fermer les yeux, tu sais. Exact. Ça paralyse, en fait. C'est pas, c'est pas une bonne motivation. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire ou plugger / brancher aux gens en finissant? Promotion, moment promotionnel, le micro est à vous. Ben, en fait, les gens peuvent me suivre là, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Instagram, Marie-Jeanne Rioux, auteure, sur TikTok aussi, moins active sur ce réseau-là. Vous allez voir mon chien Pollux partout, qui est la vraie vedette, en fait. Là. Je suis là, moi, avec ma page auteur, mais en fait, c'est Pollux qui est intéressant. Nice. Il est tout le temps là. Puis, sinon, ben, je sais pas si l'entrevue va être sortie d'ici là, mais ça, samedi 14 mars, je serai en dédicace à la librairie Boutique Vénus à Rimouski. Sinon, je vais être en dédicace aussi au Salon du livre de Québec en avril prochain. Fait que je suis un peu partout dans les événements. Si vous voulez tout, rien manquer, tout savoir, vraiment, les réseaux sociaux, c'est la meilleure façon de savoir ce qui s'en vient pour moi. Fantastique. Oui, ça va sortir demain, mercredi, donc les gens auront le temps d'être avertis puis de planifier en conséquence. Merci, Marie-Jeanne. Merci beaucoup pour ton temps. C'est vraiment apprécié. Puis prochain ouvrage, viens nous voir, reparle-nous de ça. On va suivre ta carrière avec grand plaisir.
Absolument. Ben, merci à vous pour l'invitation. Puis le prochain, ce sera le 2e tome des Sabliers. Donc, dans 6 mois, là, vers le mois de juillet, août, ça devrait sortir. Fait que je vous recontacte. Fantastique. Merci encore. Merci. Bonne journée. Bonne journée. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Wilson Henley et je vous dis à la semaine prochaine.